La phase de groupe de cette Coupe du Monde 2026 est terminée. Place au 16e de finale. On va en parler, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur La Causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier récap de ces phases de groupe de la Coupe du Monde 2026. Ça y est, les 6 matchs par nuit, c'est terminé, on met ça de côté et on fait place au 16e de finale de la Coupe du Monde. La preview des 16e de finale, on la fera demain. On fera notre bracket complet, il y aura Melvin, du tableau final de cette Coupe du Monde. Je parlerai rapidement dans cette vidéo d'Afrique du Sud-Canada parce que au moment où on fera le bracket demain, ce sera le premier match il sera déjà entériné parce que c'est ce soir, ça ne s'arrête plus. Le même jour, on vit la fin des phases de groupe et les 16e de finale. On n'a plus de repos. Donc là, on va faire le petit récap classique que vous connaissez. On va parler de ces 6 derniers matchs. Donc Croatie, Ghana, Panama, Angleterre, Colombie, Portugal. Il y a des choses à dire. RDC, Ouzbékistan, Algérie, Autriche et Jordanie, Argentine. Voilà, tranquillement. Vous pouvez vous abonner, liker si vous aimez ce qu'on fait. Et on va pouvoir poursuivre tranquillement cette petite vidéo. Voilà, le récap. Ça y est, on connaît le classement, les affiches. Après cette longue phase de groupe de Coupe du Monde 2026, beaucoup de matchs. Mais on a pas tout regardé, on n'a pas tout vu, mais on a regardé la plupart. Je crois que j'ai raté 3-4 matchs sur cette phase de groupe, donc bon, c'est largement suffisant. On s'en passera. Premier match d'ailleurs, pour ce petit récap. On fera ça un petit peu plus rapidement, peut-être aujourd'hui. Croatie-Ghana, victoire de la Croatie de buts à 1. J'étais persuadé que ce match allait jouer un match nul parce que les deux équipes avaient besoin simplement d'un nul pour se qualifier. Eh bien, c'est pas le cas et la Croatie chipe la deuxième place au Ghana et affrontera donc le Portugal en 16e de finale pendant que le Ghana hérite de la Colombie. Je sais pas quel est le pire. Je pense que c'est pire de jouer la Colombie que le Portugal. Très honnêtement, on va en parler juste après de ce match-là parce que vu ce qu'a montre la Colombie, c'est très intéressant. Mais cette Croatie, bon, a fait le boulot. A bénéficié d'un dernier coup de pied arrêté sur la fin de rencontre et de la passivité un petit peu ghanéenne sur un très bon coup de pied arrêté de Luka Modric qui a fait un très bon match, je trouvais. Il a été plutôt en jambes, Luka Modric. Je suis pas plus rassuré que ça par cette Croatie qui est tombée sur un Ghana qui a plutôt joué bloc bas en première, qui était même peut-être trop bas justement en première mi-temps. Ce qui fait qu'ils ont frappé qu'une seule fois au but, qu'ils sont allés que 2 fois dans la surface de réparation adverse, qu'ils sont provoqués pas grand-chose niveau situation, niveau occasion. Et qui a laissé la Croatie de Petar Sušić inscrire ce premier but-là. Très beau but de Sušić, qui a cette qualité de frappe de loin qui est très utile contre des blocs bas, qui permet de débloquer des situations. Il a mis une belle frappe rasante pour tromper le gardien ghanéen. Et la Croatie ouvre le score assez logiquement. Et en deuxième période, en fait, on a trouvé un Ghana qui a joué beaucoup plus haut, qui a réussi à se sortir un petit peu plus de son camp, qui a joué un peu plus dans la partie de terrain adverse, qui s'est provoqué beaucoup plus d'occasions, qui égalise sur son seul tir cadré de la rencontre. Les changements réalisés pendant cette rencontre-là ont fait plutôt du bien aux Ghanéens. Ça a été plutôt intéressant. Nuama, Fatawu ont encore amené Fatawu. J'aime beaucoup ses entrées. Moi, je trouve qu'il amène un peu de percussion, un peu de vitesse, même si c'est pas toujours techniquement parfait, qu'il y a un peu de déchets. Ça amène quand même quelque chose. Et Carlos Queiroz s'est rarement trompé dans ses changements, je trouve, sur ce début de Coupe du Monde. Bref. Ils arrivent à égaliser, on se dit que ça va tenir l'un partout et finalement c'est Vlasic qui va égaliser sur un coup de pied arrêté et sur un corner de Luka Modric. La Croatie prend la deuxième place. C'est peut-être le mieux pour les Croates, mais ça ne veut pas dire que cette phase de groupe est très rassurante pour la Croatie non plus. On verra, mais c'est vrai que je les ai pas trouvés non plus parfaits, ces Croates, depuis le début de ce mondial. Les Ghanéens sont peut-être une équipe un peu chiante parce qu'on a vu que si les équipes, il y en a pas mal, les équipes qui galèrent contre les blocs bas, pourrait avoir du mal contre ce Ghana en phase d'élimination directe. Et je pensais au Portugal quand je parlais de ça. On verra ce que va donner la Colombie, mais cette Colombie-là est très intéressante. On verra par la suite. Pour cette rencontre, le deuxième match de cette poule, le dernier match de cette poule, c'était ce Panama-Angleterre. Victoire de l'Angleterre 2-0. Une Angleterre qui a été, une fois de plus, très stérile en première mi-temps, qui a galéré à se provoquer des occasions. Cette Angleterre contre un bloc médian bas, bloc bas, c'est un enfer. Je vois gros comme une maison l'Angleterre qui tombe. Alors, je sais, on regardera leur parcours juste après. Aux Anglais pour ces 16e de finale. On va même d'ailleurs le regarder maintenant, en fait, ce parcours pour les Anglais en 16e de finale. C'est la République démocratique du Congo en 16e et un 8e de finale contre soit Mexique, soit Équateur. Et derrière, c'est la partie de tableau pour un potentiel quart de finale. Côte d'Ivoire, Norvège, Brésil, Japon. Mais en fait, le problème de cette Angleterre-là, c'est que autant contre des équipes qui ouvrent le jeu, je suis pas très inquiet parce qu'ils ont vraiment des arguments pour faire très mal. On l'a vu sur le premier match contre la Croatie, c'est une équipe qui a ouvert le jeu, qui a laissé de l'espace et les Anglais ont pu s'y engouffrer. Par contre, contre une équipe qui va jouer bloc bas, je vois gros comme une maison cette Angleterre sortir au tir au but après 120 minutes d'inefficacité pure. À l'image de la première mi-temps, seulement 3 tirs.
Pardon, non, seulement 9 tirs. Alors, c'est quand même beaucoup 9 tirs, mais t'en as seulement 2 cadrés, pardon. C'est ce chiffre-là sur lequel je voulais appuyer. Un Harry Kane qu'on a très très peu trouvé. Alors sur la compo de départ, on sent que Tourelle a tenté de changer des choses avec notamment Morgan Rogers qui est rentré là. Saka et Rashford étaient titulaires après leur belle rentrée. Mais ils ont énormément de mal contre des blocs bas. Et ça s'est encore une fois décanté sur un coup de pied arrêté, but de Jude Bellingham, sur un corner où la défense panaméenne est un petit peu passive. Mais encore une fois, l'Angleterre peut débloquer sur coup de pied arrêté. C'est une des grosses forces de cette équipe anglaise. Avec les Pays-Bas, je pense que c'est la meilleure équipe sur coup de pied arrêté de cette compétition. Donc ça peut être très intéressant sur coup de pied arrêté l'Angleterre. C'est peut-être là où ils vont débloquer des situations. Et puis le deuxième but d'Harry Kane pour aller faire les stats, parce qu'il fallait bien que Harry Kane aussi marque. Ils ont débloqué jusqu'à, voilà, ils ont fait une grosse entame de seconde période. Un peu plus après, à l'heure de jeu, ils ont débloqué. Mais voilà, cette équipe panaméenne sort de cette Coupe du Monde. Ils ont clairement pas été ridicules parce que malheureusement, ils finissaient avec 0 points, mais ils auraient pu espérer autre chose contre le Ghana et contre la Croatie. Franchement, l'exploit était possible pour les Panaméens. Donc je trouve qu'ils sortent quand même avec des belles idées. Le Panama, malheureusement, ça n'a pas payé. Mais ils ont clairement pas été ridicules sur cette compétition. Ça a clairement pas été l'équipe la plus ridicule de cette Coupe du Monde, loin de là. Ils ont vraiment proposé beaucoup de jeux et c'était l'une des équipes de cette poule les plus plaisantes à regarder, mine de rien. Contre la Croatie, c'est la meilleure équipe. Contre le Ghana, ils méritent mieux. Malheureusement, ça fait 0. Il manque de l'efficacité. Il n'y a aucun but marqué et ça, c'est un peu terrible pour les Panaméens. Mais voilà, pour l'Angleterre, ça passe. Le plus important est fait. Premier de la poule. Prochain match contre la République démocratique du Congo. On a vu que le Portugal, quand le Congo avait mis bloc bas pendant tout le match, ils avaient du mal à trouver des solutions. Attention à cette Angleterre-là, à pas se faire sortir par cette RDC, parce que, mine de rien, contre les blocs bas, cette Angleterre a énormément de difficultés. Donc on va voir pour la suite. 1h du matin, 1h30 du matin finalement. Il n'y a pas beaucoup de temps à attendre, il y avait moins d'une demi-heure à attendre par match quasiment, ou 40 minutes peut-être. Donc c'était un peu plaisant, ça a pu s'enchaîner pas mal. Colombie-Portugal, 0-0, c'était le choc de ce groupe groupe K, je crois, non? C'est ça, c'est le groupe... oui, groupe K, c'est ça. La Colombie valide sa première place, le Portugal est deuxième. Et alors pendant ce match-là, je pense que le Portugal n'avait juste pas envie de finir premier. Je ne vois pas d'autre chose parce que à aucun moment on s'est dit que les Portugais voulaient gagner ce match. Ils sont tombés contre une équipe de Colombie qui est ultra intéressante. Franchement, c'est une des équipes qui fait la meilleure impression de cette phase de groupe. Je pense avec la France et l'Argentine. Je pense que France, Argentine, Colombie, les États-Unis aussi, je pense que c'est les 4 équipes qui ont montré le plus de choses dans cette phase de groupe depuis le début de cette Coupe du Monde. Ça a été hyper intéressant. Un James Rodriguez qui a 34 ans, bientôt 35, maîtrise techniquement son football. Hein. Franchement, c'est un bonheur à voir jouer ce joueur, très honnêtement. En sélection avec le maillot colombien, ça a toujours répondu présent. Il est excellent sur ce match-là, James Rodriguez. Il distille, techniquement, il fait du bien, il peut sortir des ballons, c'est hyper intéressant. Arias a été très très bon sur son match-là, sur son côté droit. Il a pleinement utilisé son côté droit. C'est le joueur qui a créé le plus d'occasions sur cette rencontre-là. Les deux Arias, hein, d'ailleurs, ont été plutôt bons. Puerta a été très intéressant. J'ai bien aimé le match de Cordoba en point d'appui, en dos au but, pour les remises, pour toucher le haut ballon. Alors, c'était un petit peu faiblard pour la finition. Mais dos au but, c'était assez intéressant ce jeu en pivot de la part de Cordoba. C'est physiquement très costaud, malgré qu'il ne soit pas forcément hyper grand. Il gagne pas mal de duels et il arrive à distribuer. Il n'a pas touché énormément de ballons, mais il a quasiment les occasions pour finir le match. C'était un très très bon match de gardien de but, parce que Vargas a fait des gros arrêts. Camilo Vargas, le gardien de la Colombie, a été très très bon. Mais alors Diogo Costa fait un match de titan, parce qu'il sauve le Portugal. 6 arrêts, et il y a des arrêts qui sont vraiment magnifiques. Donc ouais, le Portugal peut remercier Diogo Costa parce qu'il fait vraiment le match qu'il faut. Côté portugais, en fait, offensivement, ça a été le nez en Pedro Neto. Je me demande comment il a pu rester 90 minutes sur le terrain parce que c'était quand même assez faible. Joao Félix, c'était très compliqué quand même. Il a eu 1 ou 2 occasions, mais c'était vraiment très faiblard. Cristiano, on l'a pas vu du match. Malheureusement, il était très esselé. Cristiano Ronaldo, ça a été un match assez compliqué. C'est 2 ballons touchés dans la surface de réparation adverse, mais globalement, en fait, les offensifs portugais ont clairement pas été en vue. Bruno Fernandes, il s'est éteint au fur et à mesure du match. Franchement, il a plutôt bien commencé, et puis plus le match avançait, moins on le voyait. Ruben Neves, ça a été assez compliqué, il était sorti à la mi-temps, c'est quand même assez dur. Et ils ont été bougés, en fait, finalement, les Portugais, par une équipe colombienne qui est vraiment en place, qui met en place des choses très très intéressantes. J'ai bien aimé l'entrée de Quintero, Juan Quintero, l'ancien Rennais, on a vu passer en Ligue 1, qui a toujours un beau petit pied.
pour distribuer quelques ballons. Luis Suarez a eu quelques situations et il manque de réalisme en fait ces Colombiens. Et ils ont eu ce but qu'ils ont finalement marqué par Davinson Sanchez. Et en fait, ils sont hors jeu, mais le mec fait du 42, il est pas hors jeu, quoi. C'est juste parce qu'il a 2 pointures de trop sur ses chaussures. C'est terrible. J'avais mis 1-0 sur MPP pour la Colombie. Je suis dégoûté parce que le but intervient à la 94e minute de jeu. Je pue le seum. Donc, quel dommage pour cette Colombie. Et cette paire de centres, d'ailleurs, en parlant de Davinson Sanchez, mais Lukumi Sanchez, c'est très, très solide. Il va falloir se lever tôt pour les prendre physiquement. C'est impressionnant. Lecture de profondeur, c'est impeccable. Couverture, agressivité, enfin franchement cette équipe colombienne, ça va être un vrai poison à sortir. Et quand tu vois la phase d'élimination directe, la Colombie potentiellement peut affronter en quart de finale l'Argentine, en demi-finale pardon l'Argentine, non quart de finale l'Argentine, demi-finale l'Argentine, quart de finale, demi-finale, quart de finale, je vais y arriver, quart de finale l'Argentine. Ça c'est un match qui me hype vraiment sur le papier parce que c'est peut-être les 2 meilleures équipes de la phase de groupe avec l'équipe de France et les États-Unis, voilà, qui vont s'affronter. Donc très intéressant en vue cette Colombie-là. Et le Portugal très très décevant. Attention les Portugais à pas choquer. Alors contre la Croatie qui va ouvrir un peu plus le jeu, c'est potentiellement jouable. Contre l'Espagne, ça va être un choc si l'Espagne passe l'Autriche. Mais normalement l'Espagne devrait passer l'Autriche, mais on n'est jamais à l'abri. Mais attention à ces Portugais-là parce que la partie de tableau est pas simple. Et ça va être costaud contre cette Espagne-là. La RDC a fait le plus dur, ça y est, la RDC s'est qualifiée face à l'Ouzbékistan. Ils se sont fait peur parce que Shomorodov avait ouvert le score pour l'Ouzbékistan. La RDC a répondu. Wissa s'est offert un doublé. Fiston Mayele pour le deuxième but, c'est le but du 2-1, très intéressant. La République démocratique du Congo a glané 4 points après avoir été mené au score lors de cette Coupe du Monde 2026. À chaque fois mené, mais à chaque fois au forceps, au courage, avec des qualités, cette RDC revient, va s'offrir une place de meilleur troisième pour voir les 16e de finale contre l'Angleterre. Et clairement, la RDC peut faire quelque chose. Il y a de la place. On sait que cette Angleterre contre les blocs bas aura du mal. Ça va être très, très compliqué. Hein. C'est pas une mince affaire, l'Angleterre, mais cette République démocratique du Congo aura des occasions. Il va falloir juste trouver de l'efficacité et être plus tueur. 19 tirs, 3 cadrés, 30 ballons touchés dans la surface de réparation. Certes, il y a 3 buts marqués et il faut le souligner, mais il va falloir être plus tueur parce que contre l'Angleterre, tu n'auras pas potentiellement autant d'occasions. Et Jordan Pickford, mine de rien, montre de très belles choses depuis le début de cette Coupe du Monde-là. Donc, à voir pour cette RDC-là. Mais voilà, la qualif est assurée. L'Ouzbékistan, malheureusement, a montré de belles choses, mais erreurs individuelles, des matchs malheureusement mal négociés, notamment contre le Portugal, où ils ont beaucoup ouvert le jeu et ça leur a coûté très très cher. Termine avec 0 points cette phase de groupe, mais clairement pour la suite, pour l'Ouzbékistan, ça peut continuer à progresser. C'était leur première Coupe du Monde, c'est une base sur laquelle il faut poser. Il y a de la qualité quand même dans cette équipe. Je suis pas sûr que Fabio Cannavaro soit l'homme de la situation pour l'Ouzbékistan et que le plan de jeu convienne parfaitement aux qualités de cette équipe, mais on verra par la suite. Voilà, c'était mon petit chouchou. Moi, j'aurais bien aimé voir l'Ouzbékistan faire un petit peu mieux, mais voilà, ils peuvent être quand même contents. C'était pas l'équipe la plus ridicule de cette phase de groupe, loin de là. Dernier match, les derniers matchs de 4h du matin. Ce match fou, Algérie-Autriche, que je me suis fait en replay là, ce matin. 3 buts partout, match de fou. Les deux équipes ont juste besoin d'un match nul pour se qualifier. L'Algérie a failli coiffer l'Autriche dans le temps additionnel grâce à Riyad Mahrez. On se dit, toute la deuxième période, on se dit, ils jouent le nul en fait, tout simplement, c'est bon, ils vont arracher le match nul et tout. Et hop, ils accélèrent dans les temps additionnels, ils vont claquer ce but, ils éliminent l'Autriche. Et sur le coup d'envoi, ça va mener une occasion autrichienne derrière, genre même pas une minute plus tard, et but de la tête de l'entrant en plus, hein, parce que il vient à peine de rentrer Kalajidzic, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. Il rentre à la 95e et marque à la 96e. C'est son premier ballon. C'est une remise de la tête de Mikhail Grigoric sur un centre second poteau. Il va inscrire. Il est un peu tout seul. Il y a un peu de passivité du côté de la défense algérienne. Mais est-ce que, mine de rien, ce match nul n'est pas un meilleur résultat pour l'Algérie qu'une victoire, parce que ça te permet d'assurer une place de meilleur troisième et de jouer la Suisse et non l'Espagne lors de cette phase d'élimination directe? C'est ça un peu le folklore de ce classement de meilleur troisième qui nous fait un peu chier. Mais l'Algérie a galéré en première mi-temps. Ils ont eu pas mal de mal sur la première demi-heure à s'approcher des buts autrichiens. Ils ont dû patienter 32 minutes avant de toucher leur premier ballon dans la surface de réparation. Et il y a cette égalisation magnifique de Rafik Belghali qui franchement est sublime sur cette première mi-temps. 4 ballons touchés dans la surface de réparation, 16 passes sur 16, 100% de réussite.
Et il marque un but sublime, hein. Franchement, Belghali, il se le fait tout seul, celui-là. J'ai trouvé l'activité d'Ibrahim Maza, encore une fois, très intéressante. Ce joueur est un joyau pour l'Algérie. C'est toujours le joueur qui est au-dessus, techniquement, et dans les intentions de jeu sur cette Algérie-là. On l'a vu depuis le début de cette phase de groupe. C'est le seul qui illumine un petit peu cette Algérie. C'est pas parce qu'il y a un gros match 3 partout que je suis foncièrement rassuré par le fond de jeu de l'Algérie. Je trouve que Vladimir Petkovic n'amène rien à cette équipe, encore une fois. Voilà. Il y avait quelques bonnes idées. Je trouvais que Shaibi a été intéressant. Il touche le poteau. Oussem Aouar distribue 2 passes D quand même. Il faut le souligner. Riyad Mahrez, mine de rien, marque ses 2 premiers buts en Coupe du Monde. Ça fait du bien aux stats. Et globalement, c'est plutôt des buts jolis. C'est bien construit. Même les buts autrichiens sont bien construits. Il y a juste le premier but d'Arnautovic où Ben Bot doit faire mieux, en fait. Il doit sortir, il doit couvrir, il doit mieux lire la profondeur de ce ballon. Et ça donne encore un but. Et le problème, c'est que l'Algérie, là, en fait, a testé 2 gardiens sur cette Coupe du Monde. Et les 2 gardiens font une couille. Donc c'est un peu malheureux. Mais sur la deuxième mi-temps, ils ont été beaucoup plus entreprenants. L'Autriche a reculé. Et j'ai trouvé cette équipe algérienne un peu plus entreprenante, beaucoup plus intéressante. Mais je suis pas foncièrement rassuré par les Fennecs. Pourtant, il y a de la qualité dans cette équipe. Hein. Je suis désolé, quand tu vois la composition d'équipe, tu sais qu'il y a de la qualité là. Mais... Je sais pas. Contre la Suisse, on verra, parce que la Suisse est capable d'avoir des gros trous d'air. Hein. Très honnêtement, la Suisse, on l'a vu contre le Qatar premier match, mais on l'a vu également sur les autres rencontres. Ils peuvent être inefficaces et se faire un petit peu coiffer, mais ils peuvent aussi largement dominer leur sujet et livrer de très très belles prestations. Et le vainqueur affrontera le vainqueur de Colombie-Ghana. Je mettrai plus une pièce sur la Colombie quand je vois ce qu'ils montrent en phase de groupe. Ne pas enterrer le Ghana non plus, mais potentiellement cette Colombie peut être un adversaire très très compliqué. Et en fait, j'ai peur que l'Algérie, quand elle va tomber sur une équipe qui tactiquement va lui mettre quelque chose en place pour la faire déjouer, elle ne pourra pas s'adapter, parce que Petkovic, tactiquement, a du mal à s'adapter pendant ces matchs, et ce depuis très longtemps. Et donc j'ai très peur que malheureusement ça ne paye pas et qu'il saute un petit peu comme ça. Donc on l'a vu à la CAN, en fait, notamment. Le Nigeria est la première équipe qui tactiquement a vraiment proposé quelque chose de différent et met en difficulté. Ils n'ont jamais su s'adapter, et au final ils ont explosé complet sur le match. Donc à voir ce qui va se passer pour cette Algérie, mais en tout cas, le plus dur est fait, c'est la qualification. Ça fait 9 équipes africaines sur 10. Seule la Tunisie ne passe pas. C'est le meilleur ratio par continent, 90% des équipes qualifiées. C'est mieux que l'Europe et les 83%. Donc, franchement, ouais, très plaisant. Pour l'Autriche, on verra ce que ça va donner. J'ai du mal à évaluer cette équipe autrichienne. On verra, mais l'Espagne, ça va être un client. Ça va être costaud, mais peut-être qu'il y a la place finalement avec cette Espagne qui est très Yamal dépendant et qui, pareil, manque peut-être un petit peu d'efficacité et de créativité sur certaines phases. On verra. Jordanie-Argentine, c'est le match que j'ai pas vu. Voilà, pour être très honnête. Donc, je vais pas en parler plus que ça. Altamari a marqué, j'étais content. Voilà, ça lui fait la stat. Bon, ben Messi rentre et met un coup franc. Qu'est-ce que je vous dis, moi, alors, sur le coup franc, pour le coup, je l'ai vu. Je pense que le gardien jordanien, il voit pas le départ du ballon, mais je pense qu'il est mal placé au départ, parce qu'en fait il y a donc le mur qui est mis, et en fait il y a derrière les Argentins, comme beaucoup d'équipes derrière maintenant, offensivement, mettre un genre de mur à côté du mur pour pouvoir gêner la visibilité du gardien. Et donc du coup le gardien de but jordanien voit pas le départ du ballon, il se décale pas assez sur la droite, et en plus il fait ce petit pas d'anticipation au-dessus du mur à gauche, ce qui fait qu'en fait au moment où il voit le ballon, c'est trop tard, il est mort. C'est cuit. Donc c'est dommage pour lui, et la Jordanie sort de cette phase de groupe, donc dernière. Malgré tout, ils ont quand même montré aussi des choses. Mine de rien, il n'y a pas d'équipes qui ont vraiment été ridicules. Je trouve que la Tunisie et la République tchèque, peut-être, sont les 2 équipes qui ont moins le montré sur cette phase de groupe et qui sont le plus ridicules. Mais globalement, la Jordanie, elle, n'a pas été non plus ridicule sur cette phase de groupe. Ils ont montré de belles choses, notamment contre l'Algérie. Et Lionel Messi est devenu le 6e joueur à marquer un coup franc direct en Coupe du Monde, après Pelé, Rivellino, Teofilo, Cubillas, Bernard Gengini, David Beckham. 2 coups francs directs, pardon, parce qu'un coup franc direct, il y en a eu plus, mais qui ont marqué 2 coups francs directs donc, en Coupe du Monde. C'était son 2e, et il était magnifique, ce coup franc de Lionel Messi, malgré tout. Voilà. Le tableau de 16e de finale. On le connaît maintenant, ça y est, c'est officiel. La France affrontera la Suède, et le vainqueur jouera le vainqueur d'Allemagne-Paraguay. Ce soir, Canada-Afrique du Sud, c'est une belle affiche sur le papier. C'est une affiche qui est assez compliquée à prévoir, parce que c'est 2 équipes qui sont, je veux dire... en fait, je trouvais que l'Afrique du Sud a monté en puissance après son entame de Coupe du Monde assez catastrophique contre le Mexique. L'Afrique du Sud a su montrer des choses en deuxième mi-temps contre la République tchèque, et après sur le match contre la Corée du Sud,
ils ont fait une première mi-temps assez compliquée et mine de rien, après, ils ont un jeu sur les ailes qui est assez efficace et ils ont montré de belles choses. Le problème, c'est que si tu joues qu'une mi-temps contre le Canada, j'ai peur que ça ne passe pas parce que mine de rien, les Canadiens, même s'ils ont perdu Ismaël Koné, c'est une grosse perte, ils ont des éléments assez intéressants. Je trouve que derrière ce défenseur, la Luc de Fougerolles, je le trouve assez intéressant. Je ne connaissais pas avant ça. J'avoue que Fulham est derrière maintenant à Dender. Je n'ai pas trop vu. Donc je ne connaissais pas, mais je le trouve très solide. Je trouve qu'il fait une très bonne Coupe du Monde. Jonathan David et Kyle Larin sont mis en confiance en marquant des buts. Donc ça, c'est intéressant. Donc mine de rien, cette équipe canadienne a des qualités. Temba Zwane est suspendu pour les Sudaf, donc c'est aussi un élément à prendre en compte. Et ce vainqueur affrontera le vainqueur de Pays-Bas-Maroc, qui aura lieu dans la nuit de lundi à mardi à 3h du matin. C'est ça le programme surtout des prochains matchs. C'est quelques matchs de nuit encore, ne vous inquiétez pas, ça va tenir. Mais vous voyez le programme. 21h ce soir, Afrique du Sud-Canada. Demain, 19h, Brésil-Japon, 22h30, Allemagne-Paraguay. Et on fera la preview de ces 16e de finale là avec notre bracket complet. Mais si je dois vous donner déjà des paris, je mettrai Allemagne, France et la France qui explose l'Allemagne, Canada, Maroc, mais ça c'est juste parce que je suis franco-marocain. Attention aux Pays-Bas, notamment sur le coup de pied arrêté, mais allez, Canada, Maroc, remake de Coupe du Monde 2022, mais cette fois-ci en 8e de finale. Portugal quand même contre la Croatie, parce que la Croatie risque d'ouvrir un petit peu le jeu, ça risque de faciliter le boulot des Portugais. Je vais quand même mettre l'Espagne contre l'Autriche, mais ça va être compliqué, donc je vais mettre Portugal-Espagne. On va mettre États-Unis, Belgique, quoique, et le Belgique-Sénégal est costaud sur le papier quand même. Mais je vais mettre Belgique-États-Unis, allez, on va mettre ça aussi. Brésil-Japon, j'ai envie de jouer dans la surprise du... Non, mais le Brésil monte en puissance. Je vais mettre le Japon, mais ce Brésil-là, mine de rien, même s'il m'a pas convaincu sur cette phase de groupe, tu sens que quand même il y a des choses qui se mettent en place. Et défensivement, mine de rien, ils sont solides quand même, ces Brésiliens. On va mettre Brésil et je vais mettre la Norvège. Pourtant, la Côte d'Ivoire est très solide, mais pareil, cette partie tableau, ça va être un bourbier. Mais je vais aller sur Brésil-Norvège et je vais mettre la Norvège qui bat le Brésil. Voilà, c'est ma surprise. Mexique-Équateur, je vais mettre l'Équateur quand même. Quoique le Mexique à domicile, l'ambiance sur Mexique-Équateur va être extraordinaire. Angleterre, République démocratique du Congo. J'ai dit attention à l'Angleterre. Je vais quand même les mettre qui passent. Et je vais les mettre contre l'Équateur, allez, si on doit jouer une carte. Argentine, Cap-Vert, Argentine. Australie, Égypte. Ah, ça, c'est dur. C'est dur parce que si l'Égypte joue comme sur ses 2 premiers matchs, et pas comme le 3e, j'ai envie de mettre l'Égypte, malgré tout. Mais l'Australie, attention, il ne va pas falloir la sous-estimer parce que ça va être solide. Mais je vais mettre l'Égypte. Suisse-Algérie, je vais mettre la Suisse. Et Colombie-Ghana, je vais mettre la Colombie. Et je vais mettre Colombie-Argentine. Je vais mettre... Allez, je mets Équateur-Norvège. La surprise, Équateur-Norvège. Ça voit la gueule. Mais c'est une belle gueule, moi, je trouve. On va mettre France-Maroc pour le beau jeu. Et on va mettre Espagne-Belgique. Ou Espagne-États-Unis, c'est probable aussi. Voilà. Et je vous en dis pas plus, le reste est dedans. Allez, on va pouvoir se quitter sur ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous aimez ce qu'on fait. Il y a la vidéo le tier list top 14 pour la saison va arriver dans la semaine aussi. On va s'organiser pour vous la sortir après la finale de hier soir, la victoire du Stade Toulousain qu'on a évidemment regardé contre le MHR. Mais pour la Coupe du Monde, vous pouvez continuer à nous suivre. On continue le récap chaque jour de ces beaux matchs qui nous tendent les bras sur cette phase d'élimination en direct. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle journée, un très beau match de Coupe du Monde. À demain. Ciao tout le monde.